Bonjour et bienvenue pour ce cours en ligne sur le marché. Alors, premier cours donc aujourd'hui sur une partie donc d'introduction sur ce cours sur le marché. On fera donc la page 2, le premier document de la page 3 et un petit graphique tout à la fin du dossier en dessous des définitions. Donc on est parti. Alors, le marché, c'est un chapitre que j'aime bien faire en fin d'année de seconde, pour une raison assez simple, c'est que très souvent, le plus souvent, en 85% des cas, pour ceux qui vont continuer les SES en première, eh bien, le professeur de première, très souvent, il démarre l'année avec un chapitre sur le marché. Et si c'est pas le premier chapitre qu'il fait, c'est très rapidement, on va tomber sur le marché. Euh, c'est un des chapitres d'entrée hein, en économie. En tout cas, c'est le premier que vous ferez en économie. Du coup, en terminant l'année avec ce chapitre, ça fait que c'est un peu plus frais pour vous quand vous démarrez l'année de première. Voilà. Autre élément, on verra, c'est un chapitre assez simple et qui est bien là pour faire terminer cette année avec donc des petites choses, quelques petites subtilités, on verra, hein, mais bon, voilà, c'est un petit chapitre qui demande pas trop de se torturer la tête. Alors, donc, le marché, qu'est-ce que c'est? Le marché, c'est un mode de coordination, d'accord, pour les êtres humains. Et bah, ça tombe bien, vu que nous, en sciences humaines, hein, on cherche à s'intéresser justement au fonctionnement de ces sociétés humaines et comment, notamment, ces sociétés humaines se coordonnent. Et donc, en fait, les sociétés humaines ont plein de manières de se coordonner. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, elles n'ont pas forcément utilisé le marché, ou alors le marché était quelque chose de très secondaire, voilà, qui existait un petit peu en marge de la société. Mais dans nos sociétés modernes, le marché, on a parfois l'impression que ça a pris une importance, une grande importance. Il y a même certaines personnes, alors là c'est une exagération et c'est une erreur, hein, vous ferez très attention, c'est pas du tout ce que va dire la science économique, hein, ce que vont vous dire ces gens-là, mais pour lesquels le marché c'est quasiment un dieu, hein, c'est tout. Dès qu'il y a un problème, le marché est là pour le régler, ou le marché a les solutions pour le régler. Alors attention, hein, on va voir que en sciences économiques, euh, sans aller dans des courants qu'on appelle hétérodoxes. Donc hétérodoxes, c'est ceux qui sont en dehors du discours principal, en dehors des théories principales. Donc même si on va chez des penseurs orthodoxes, hein, donc des penseurs qui restent dans le cadre le plus convenu et le plus voilà, de la pensée économique, hein, donc qui sont pas là pour renverser le capitalisme, mais voilà, qui sont là pour regarder comment ça marche. Et ben, même chez donc des penseurs, donc les penseurs orthodoxes, eh bien vous avez donc on va mettre en évidence que attention, le marché, ça marche dans certaines circonstances, et il y a des tas de cas où ça fonctionne moins bien, voire ça ne fonctionne pas du tout, d'accord. Donc en sciences, vous verrez qu'en sciences économiques, on sera beaucoup plus nuancé sur l'efficacité ou non des marchés. Et en général, quand vous avez des personnes qui vont vous dire que c'est la panacée, ça marche tout le temps, c'est génial, etc., là on est plus dans l'idéologie que dans la science. De même que c'est quelqu'un qui vous dirait que le marché ne sert à rien, ne marche jamais, etc. Là, pareil, il est possible qu'il soit un peu plus dans le discours d'opinion que dans la science, parce que on va voir justement, en tout cas en SES, on donne quelques bases pour repérer les situations dans lesquelles ça marche et pour faire certaines choses, et les situations dans lesquelles, bien entendu, ça ne fonctionne pas, et voire même, voilà. Dernier élément, il y a eu donc plein de modes de coordination très différents qui existent, et il y en a toujours plein qui existent. Et le marché, c'est devenu aujourd'hui dominant. Mais il n'est pas du tout interdit que dans la suite de l'histoire humaine, il y ait encore de nouvelles manières de faire qui émergent ou qui reprennent le dessus. Et voilà, le marché, hein, c'est à resituer à sa place. Autre élément là-dessus, je vais démarrer par un côté plutôt historique. Alors, je ne peux pas vous l'afficher parce qu'il faudrait que je fasse une manip sur l'écran, je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez aller regarder sur Wikipédia, par exemple, l'Empire Inca. Donc voilà, alors la civilisation Inca est assez ancienne, mais ce qu'on appelle l'Empire, c'est ce qui se passe dans le dernier siècle, donc entre 1433 et 1530, 1550 à peu près, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, l'arrivée violente des Espagnols.
L'Empire Inca, par exemple, c'était un très grand empire, hein, des milliers de kilomètres, entre 14 et 20 millions de personnes dans l'Empire, ce qui est énorme pour l'époque. Hein, la France n'a même pas ça comme population à l'époque, hein, ou a tout juste ça comme population. Donc c'est un grand empire, et cet empire fonctionne absolument sans marché, d'accord. Pourtant, il y a bien des marchands, enfin des productions, du coup c'est pas des marchandises, qui circulent, hein, sur le territoire. Hein. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres de route, il y a, voilà, il y a des tonnes de production qui circulent du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, etc. Mais sans aucun recours au marché. Donc il y avait d'autres modes de coordination qui ont fonctionné, hein, pendant pas mal de temps, vu qu'il a fallu de la violence et des épidémies pour y mettre fin. Au passage, petite note, on estime, hein, je vous ai dit, la population des Incas entre 14 et 20 millions, pour ce qui est de la période entre 1430 et 1530. Et très rapidement, avec l'arrivée des Espagnols, il y a entre un tiers et la moitié de la population qui disparaît. Une partie par les armes, mais l'essentiel, la grande majorité, par la déstructuration totale de ces sociétés. Donc il va y avoir des famines, des épidémies qui vont se cumuler. Donc ça, c'est déjà un des aspects. Et en fait, les estimations ensuite qui sont faites quasiment 2 siècles plus tard donnent les Incas sont ensuite moins d'1 million. Donc on est passé de 14 millions à moins d'1 million. Alors certes sur une échelle supérieure à un siècle, mais voilà, c'est quand même vous rappeler la violence de ce genre de choc colonisateur. On retrouve des statistiques similaires en Algérie pour la colonisation française, à Madagascar, etc. Donc c'est vraiment ou dans d'autres zones. Voilà, donc c'est pas des chocs neutres. Hein. Voilà. Ok, donc fin de la parenthèse. Revenons sur le marché. Donc voilà, les Incas fonctionnaient absolument sans marché. Hein, ça n'existait même pas. Il n'y avait pas de monnaie, etc. Pas de marché. Et ça fonctionnait pourtant. De même, si on prend nos sociétés contemporaines, eh ben, si on est à la maison, si on est dans une salle de cours, est-ce que pour avoir le droit de s'asseoir sur une chaise, pour avoir le droit je sais pas, d'allumer la télé, de prendre un yaourt à la maison, voilà, est-ce qu'il faut forcément être propriétaire de la chose? Est-ce qu'il faut forcément l'acheter à quelqu'un? Est-ce que par exemple dans les salles de cours, il faut absolument que vous soyez propriétaire de votre table, de votre chaise personnelle, que si quelqu'un s'assied dessus, il faudrait qu'il vous dédommage, qu'il vous loue, etc. Non. On voit bien que ça fonctionnerait pas comme ça, que ça n'a aucun intérêt. C'est même beaucoup plus simple justement de ne pas fonctionner à la maison ou en classe avec des processus de marché. De même, on pourrait se dire, bah, oui, mais les entreprises, elles ont besoin du marché. Oui, elles ont besoin du marché entre elles. Par contre, à l'intérieur d'une entreprise, attention, est-ce que les salariés, on a besoin, comme pareil, ils aient la propriété de leur bureau, qu'à chaque fois qu'il y en a un qui va rendre service à l'autre, bah, il lui facture? Bah, bien entendu, si on fonctionnait comme ça, si on passerait tellement de temps avec des transactions, des négociations, que ça serait complètement inefficace, et ça n'a donc aucun intérêt. Donc on voit bien que le marché, on va le limiter à certains types de coordination, et qu'il y a plein d'autres moments où pour se coordonner, on va fonctionner absolument sans le marché, parce que ça serait complètement, disons-le, con de fonctionner avec le marché. Ok. Voilà, donc cependant, donc voilà, on a un peu montré les limites déjà, que le marché c'est pas tout, hein, heureusement, il y a plein d'autres choses, mais tout de même, dans nos sociétés modernes, le marché a pris une place très importante, parce que on est dans des sociétés où on ne produit pas ce qu'on consomme nous-mêmes. On produit des choses qui sont consommées par d'autres, et nous, on va consommer des choses produites par d'autres personnes. Et pour obtenir ces choses, eh bien, il y a plusieurs manières de faire, mais une des manières qu'on utilise beaucoup, c'est d'avoir recours au marché, c'est-à-dire que nous, on va aller acheter les choses qui sont vendues par d'autres, et qui correspondent à nos besoins du moment. Donc nos vêtements, notre nourriture, nos moyens de locomotion, notre logement, on va donc aller l'acheter à des gens qui produisent ça, et on achète ça donc sur ce qu'on appelle des marchés. On est parti donc maintenant pour regarder un peu ces marchés et essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Donc pour commencer, eh bien on a ici 4 petites photos. Alors vous pouvez noter commencer à noter euh, les réponses, même si vous auriez pu vous n'avez pas besoin de les recopier, hein, il suffit d'écouter
de réfléchir 2 secondes pour y répondre, vous allez voir. Sauf un cas. Alors, hors commentaire, on est reparti. Premier élément, on est sur la première photo. On a donc ici une famille qui essaie d'acheter visiblement une voiture, et là un concessionnaire. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit donc sur ce marché de l'automobile, le marché automobile? On a ici des acheteurs qui sont des particuliers, on a un vendeur qui ici est un professionnel, et ils essaient de se mettre d'accord pour échanger ce bien, hein, qui pour le moment appartient à l'entreprise où travaille ce monsieur, et hop, il faut qu'elle appartienne à ces gens-là à la fin. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on voit donc enfin, qu'est-ce qu'on sait là sur ce genre de transaction? Donc il va falloir que ces gens se mettent d'accord. Alors, généralement, comment ça se passe? Une voiture, ça va coûter, on va dire, 15 000 euros. Comment se fait la transaction? Est-ce qu'on arrive avec, comme ça, on lui dit bonjour, bah, tenez, je vous prends cette voiture, je vous donne 15 000 en liquide? Non, ça va pas fonctionner comme ça. La transaction est un peu particulière. Donc déjà, le prix, parfois on peut le négocier. C'est pas le prix qui affiche sur la voiture. Mais ensuite, c'est un prix qui est assez important, donc souvent c'est pas de l'argent, c'est pas une somme qu'on a sur soi. Donc très souvent, pour pouvoir acheter un véhicule comme ça, on aura par exemple recours à un crédit ou un emprunt. Voilà, et donc le paiement ne se fera pas en espèces, par exemple, hein, il se fera avec des modalités bien particulières. Ok, voilà, et ensuite, en général, quand on achète une voiture, on achète ça soit chez un concessionnaire du coin, soit on peut le faire par le biais de sites qui sont en général à l'échelle plutôt nationale et qui nous permettent d'avoir donc une voiture qu'on va acheter dans le pays, quitte à ce qu'elle soit livrée à un endroit bien particulier, mais c'est ce qu'on appelle plutôt un marché local ou national. Voilà. Quand je dis national, ça veut dire qu'elle va être achetée, la transaction va être faite en France, mais on peut acheter bien sûr une voiture étrangère. Hein. C'est pas dans le sens que c'est forcément une voiture produite en France. Ok, donc là on a bien ça, on a un marché des biens. Sur ce marché des biens, l'offreur, eh bien ici c'est un vendeur de voitures, un concessionnaire automobile. On a des demandeurs qui sont ici des particuliers, d'accord, mais ça aurait pu être des professionnels. Alors justement, pour le jargon dans le jargon commercial, on parle de B2B ou de B2C. B2C, c'est ce qu'on a ici. B, c'est business, donc c'est lui, monsieur le concessionnaire. To, c'est vers. C, c'est des clients. Donc un professionnel qui vend à des clients, c'est du B2C. Et par contre, si c'était le même concessionnaire qui vendait cette fois à une entreprise qui est en train de construire sa flotte de véhicules, voilà. Et bien à ce moment-là, on aurait une transaction B2B, donc business to business, c'est-à-dire d'un professionnel vers un professionnel. Donc c'est voilà, d'autres modalités, hein, mais bon, si vous entendez parler de ça, là, de B2C, B2B, bah, c'est ça. B2C, vous vendez à des particuliers, B2B, vous vendez à d'autres professionnels. Voilà. Donc voilà pour le marché des biens avec cet exemple de l'automobile. Passons à un deuxième marché. On est ici dans un restaurant. Donc les restaurants, c'est un service. En réalité, ce que l'on paye dans un restaurant, c'est bien un service. Un service, on se rappelle, c'est la mise à disposition temporaire d'une capacité intellectuelle ou technique. Eh bien, en effet, dans un restaurant, on nous met à disposition temporairement le savoir-faire du cuisinier, le service donc du serveur, et toute l'installation technique que sont les tables, les chaises, les couverts, etc. et tout ce qu'il faudra faire pour les nettoyer. Voilà, donc c'est ça qu'on paye, en plus bien sûr de du repas. Donc c'est bien, le restaurant, c'est bien un marché de services. Alors, donc, les vendeurs ici, les offreurs, sont bien des restaurateurs, pas compliqué. Les demandeurs sont bien des clients, qui peuvent être pareil, des particuliers ou des professionnels. Ici, qu'est-ce qui va changer par rapport au cas d'avant? Eh bien, déjà, on paye après avoir mangé. Alors que la voiture, il faut payer avant de pouvoir l'utiliser. En tout cas, il faut avoir réglé la transaction, la location longue durée ou l'achat, avant de pouvoir utiliser le véhicule. Ici, dans le repas, c'est après. Ensuite, on a ici les tarifs qui sont affichés au fond, là. Est-ce qu'on va négocier les tarifs d'un repas? Non.
on négocie pas les tarifs d'un repas, ça se fait pas en général. Tandis que à l'inverse, en général, on négocie les tarifs, le prix d'une voiture. Donc vous voyez que selon les cas, il y a des négociations possibles ou pas. La modalité de paiement n'est pas la même. Ici, on devra faire un crédit pour la voiture, et ça se fera par virement ou par ce qu'on appelle des chèques de banque. Hein. C'est pas des chèques habituels, c'est pas des chèques de carnet de chèques, c'est des chèques un peu à part. Où la banque, c'est la banque qui vous l'écrit et c'est la banque qui certifie que vous avez bien l'argent qui est bloqué sur un compte. Voilà, c'est pas exactement la même chose que le carnet de chèques classique. Voilà, donc pour les transactions, c'est pas la même chose. Hein. Ici, on peut payer en espèces ou en carte bleue, alors qu'on peut pas acheter une voiture en carte bleue. Enfin, c'est un peu différent. Voilà, donc, et le marché du restaurateur, en général, c'est plutôt un marché local. C'est très rare hein, que vous fassiez 500 km pour aller exprès dans un restaurant et rentrer chez vous le soir. Voilà, c'est un marché qui concerne les personnes qui résident temporairement à un endroit. Marché suivant, le marché du travail. En fait, ça c'est un entretien d'embauche que l'on voit. Donc on a une candidate et une recruteuse qui est debout visiblement. Donc le marché du travail. Alors là, en général, si on écoute l'expression populaire, on se dit que qui offre du travail, ah bah c'est les entreprises. Qui demande du travail, ah bah c'est des chômeurs. Alors ça, c'est ce qu'on dit dans le langage populaire. En fait, c'est faux. Enfin, c'est faux. Si on étudie ça scientifiquement, c'est pas ça qui se passe. Pourquoi? Qui essaie de vendre quelque chose sur le marché du travail? Qui essaie de vendre quelque chose? Eh bien, c'est bien le travailleur qui essaie de vendre son travail. C'est lui qui est possesseur de travail, de temps de travail, de force de travail, et il essaie de vendre ça à quelqu'un qui a besoin d'acheter du temps de travail, d'accord, de la force de travail. Donc c'est ça. Sur le marché du travail, contrairement à ce qu'on dit dans l'expression populaire, l'offreur, celui qui vend, eh bien c'est le travailleur, le candidat ici. Et l'acheteur, donc le demandeur de travail, eh bien c'est donc celui qui essaie d'acheter du travail, de la force de travail. C'est l'entreprise qui est demandeuse de travail. Ok, donc faites attention à ça. Il y aura un petit QCM hein, sur ce dossier. Vous êtes à peu près certain que cette question va tomber et je risque d'être très sévère avec ceux qui se tromperont et qui n'auront pas compris que dans le marché du travail, l'offreur, c'est le travailleur et le demandeur, c'est l'entreprise. Contrairement à l'expression populaire. Alors ensuite, là, pour les modalités, comment on est payé? En général, aujourd'hui, on est plutôt payé avec des virements directement sur notre compte en banque. On n'est pas normalement payé, par exemple en liquide, et c'est très rare qu'on nous paye avec des chèques. En général, c'est maintenant directement versé sur votre compte. Mais c'est versé sur notre compte quand? Avant qu'on travaille, comme pour la voiture? Une fois qu'on a fini de travailler, qu'on a fini notre carrière, eh bien, ni l'un ni l'autre, on est payé tous les mois. On est payé une fois par mois, mais on est payé une fois par mois, non pas pour le travail à venir, mais pour le travail déjà effectué. Donc voilà, c'est un peu comme si on allait manger au restaurant et qu'on venait 10 fois au restaurant. Donc on ne payait pas 10 fois, mais à la fin du mois, le restaurateur nous disait voilà, vous avez mangé tous ces repas-là, et je vous fais une facture globale pour les 10 fois où vous êtes venu manger. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc de fait, vous vous retrouvez avec ce petit truc un peu marrant, c'est pas marrant, mais voilà, c'est qu'en fait, les travailleurs, eh ben, ils font un crédit, hein, en quelque sorte, ils travaillent gratuitement hein, pendant toute une partie du mois, et ils ne sont payés que plus tard, alors que leur travail a déjà été consommé par l'entreprise. Voilà. Entreprise qui, des fois, si vous êtes chez Carrefour par exemple, n'accepterait pas pour autant que vous sortiez avec les yaourts et que vous payiez un mois plus tard. Voilà. Donc, bon, voilà, c'était juste pour signaler ça, ces petites spécificités de ce marché. Le marché du travail, en général, c'est un marché qui est plutôt local ou national. En général, on va chercher du travail soit dans la ville ou dans la région où on habite, à la limite dans le pays. Voilà, on est prêt à changer de région dans le pays. Le plus souvent, c'est ça.
Donc ça, c'est vrai pour 98%, on va dire peut-être de la population. Et il peut y avoir, dans certains cas, des personnes qui donc vont chercher du travail à l'international, mais ça reste plutôt exceptionnel, même si c'est un tout petit peu plus fréquent pour les élèves qui sont issus de notre lycée du Centre international de Valbonne. Enfin, pour terminer, dernier marché. euh, alors en fait, comme c'est précisé ici, euh, dans le marché des services, il y a plein de marchés de services, mais on en distingue deux qui sont un peu à part, qui sont le marché du travail et le marché des capitaux. Donc le marché du travail, on vient de le faire, c'est un marché de services, mais c'est un service un peu particulier, hein, c'est le travail. Le marché du travail. D'accord. Maintenant, on passe. Ah oui, sur le marché du travail, le prix qui se fixe, il a un nom particulier aussi. On ne parle pas de prix d'ailleurs, enfin, on peut dire le prix du travail, hein, ça peut se dire, mais en général, comment on désigne le prix du travail? On dit c'est le salaire. D'accord. Donc vous voyez que le prix, ici on parle du prix de la voiture, ici on parle du prix du repas, ici on pourrait parler du prix du travail, mais en fait ça a un nom particulier, on parle du salaire. Donc le salaire, c'est le prix de la force de travail. On continue donc ici. Dernier marché, c'est le marché des capitaux. Alors, le mot capital, hein, en économie, c'est un mot un peu fourre-tout, donc il est utilisé dans beaucoup de sens qui peuvent varier un petit peu d'un cas à l'autre. Donc il faut toujours bien faire attention au contexte pour se rappeler, tiens, ici le mot capital c'est plutôt dans ce sens-là, ici c'est plutôt dans tel sens, etc. etc. Et faire attention à pas faire des confusions euh, si le sens employé à tel endroit est bien spécifique, hein, de pas. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire marché des capitaux? En fait, c'est tout simple. Le marché des capitaux, c'est un marché de l'argent. Alors c'est un peu bizarre cette histoire parce que ça veut dire que je vais acheter de l'argent et je vais payer, enfin je vais acheter de l'argent quoi. Voilà, avec de l'argent. Donc il y a un truc qui paraît bizarre. Alors en fait, c'est pas si bizarre que ça parce que en économie, on va se rendre compte très vite que l'argent d'aujourd'hui n'est pas la même chose que de l'argent de plus tard. Hein, l'argent de maintenant, c'est pas la même chose que de l'argent de plus tard. L'argent de maintenant, je peux m'en servir tout de suite pour faire une transaction, pour régler un paiement. Tandis que de l'argent de plus tard, c'est de plus tard, donc je ne peux pas m'en servir tout de suite. Et bien c'est ça qui se passe sur le marché des capitaux, c'est que c'est un marché où des gens essaient d'obtenir, les demandeurs, ce qu'ils essaient d'obtenir, c'est de l'argent de maintenant, et ils l'échangent contre de l'argent de plus tard. D'accord. Et les offreurs, ce qu'ils vendent, c'est donc de l'argent de maintenant, en échange de quoi? D'argent de plus tard. Alors, prenons l'exemple avec une banque. Donc, tout à l'heure, on voulait acheter notre voiture, là. Eh bien, la banque peut nous faire un prêt ou un crédit. Alors, je vais une petite note pour vous distinguer le mot prêt et crédit. L'idée d'un prêt, un prêt, c'est que si je vous prête quelque chose, je vous prête ma voiture, par exemple, hein, voilà. Eh bien, ma voiture, elle existe déjà. Je vous la prête, donc c'est vous qui l'avez pendant un certain temps, donc moi, je ne l'ai plus. Et vous me la rendez plus tard mais voilà, la voiture, elle existait au début, elle existe pendant et elle existe à la fin. Donc ça, c'est un prêt. Dans le cadre d'un crédit, c'est un petit peu différent. Dans le cadre d'un crédit, donc ça serait pas possible de faire un crédit avec une voiture, parce que vous allez voir pourquoi. Dans le cadre d'un crédit, c'est un petit peu différent. L'argent qu'on va mettre sur votre compte en banque quand on vous fait un crédit, il est pris nulle part. Il n'y a aucun compte en banque qui est vidé pour vous mettre les 15 000 euros. Voilà. Au contraire, on écrit directement sur votre compte en banque 15 000. On crée 15 000 euros sur votre compte. Alors, vous pouvez vous dire, c'est quand même fou. Il a le droit de faire ça, le banquier, de sortir de l'argent comme ça, d'inventer de l'argent. En fait, il a le droit, mais il y a des conditions quand même. En fait, ces 15 000 qu'il a créés, c'est parce qu'il anticipe le fait que vous allez les rembourser plus tard. Et donc, le gros travail du banquier, ça va être de vérifier que vous êtes en mesure de bien rembourser ce prêt et qu'on va vous contraindre à le faire. Voilà, on va créer un système, on va utiliser le droit pour vous contraindre à rembourser ce prêt une fois que vous êtes engagé dedans, ce crédit, pardon. Voilà, donc on va créer ces 15 000 euros par exemple sur votre compte, mais en les prenant à personne, hein, vraiment on les écrit sur votre compte. Et pourquoi est-ce qu'on accepte de faire ça? Parce que on a créé un système d'obligation qui vous oblige à rembourser ce crédit. Et en fait, quand vous allez rembourser ce crédit, eh bien, cet argent qu'on avait créé temporairement, vous allez donc le détruire. Et à la fin, on revient
à la situation initiale, c'est-à-dire que il y a plus l'argent qu'on avait créé temporairement, hop, il a été supprimé. D'accord? Donc à la fin, il n'y a pas plus d'argent. Comme dans un prêt, hein. Dans un prêt, il n'y a pas plus d'argent au début qu'à la fin. Mais là, à la fin d'un crédit, il n'y a pas plus d'argent non plus. Voilà, on est revenu à peu près à zéro. Et voilà. Donc ça, c'est la petite distinction prêt-crédit, hein. Et généralement, les banques font plutôt du crédit que du prêt, même si dans le langage courant, on mélange un peu les deux mots. Ok, donc, eh bien, qu'est-ce que c'est donc? Alors, quand j'ai fait ce prêt ou ce crédit, la banque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a offert, donc, elle m'a vendu de l'argent que je pouvais utiliser tout de suite pour payer ma voiture. Contre quoi? Contre ma promesse d'apporter de l'argent de plus tard pour rembourser le prêt ou le crédit. Mais qu'est-ce qu'il y gagne le banquier? Parce que si c'est un marché, c'est qu'il y a un prix. Quel est le prix ici? Eh bien, le prix, c'est l'intérêt, en fait. Ce qu'on appelle le taux d'intérêt ou les intérêts. Les intérêts, c'est le prix de l'argent de tout de suite, exprimé en monnaie, en argent de plus tard. Voilà, c'est ça, sur ce marché un peu particulier. Le prix, c'est l'intérêt. Voilà. Alors, ça prend différentes formes, hein. Des fois, ça s'appelle le dividende aussi. Des fois, on peut parler de plus-value aussi, mais bon, peu importe. Je ne vais pas épiloguer. Dernière particularité sur ce marché des capitaux. Vous voyez que là, ce qui est spécial aussi, c'est qu'on paye avec de l'argent de plus tard, alors qu'ici, on paye à chaque fois avec de l'argent du moment, et pas avec de l'argent de plus tard. Dernier élément sur le marché des capitaux, c'est que contrairement aux autres marchés où l'offreur est en général toujours une personne spécifique et le demandeur est toujours un autre type de personne, par exemple dans le restaurant, c'est rare que l'offreur soit le client, quoi. Normalement le client, il est client, il est pas, il devient pas restaurateur comme ça instantanément, quoi. Alors qu'à l'inverse, sur le marché des capitaux, c'est pas rare que les offreurs et les demandeurs soient les mêmes catégories de personnes. Alors les mêmes catégories, ça ne veut pas dire les mêmes personnes. Mais vous prenez par exemple sur la photo, on a un petit trader là, ok. Eh bien, il y a des moments où il est offreur d'actions, il vend des actions, d'accord. Mais il les vend à qui? À un autre trader qui lui est en train d'acheter ce type d'actions. Ok. Donc on voit que le trader, il est offreur et demandeur. Et ce même trader qui vendait des actions, peut-être 2 heures plus tard, il va racheter des actions du même type que ceux qu'il a vendus précédemment parce que le cours a changé et que maintenant ça devient intéressant pour lui. Ok, voilà. Donc on voit que c'est un marché un peu spécial où il n'est pas rare que les offreurs et les demandeurs soient les mêmes catégories de personnes. Et enfin pour finir, est-ce que c'est un marché de quel type? Est-ce qu'il est plutôt local, plutôt national, plutôt international? Aujourd'hui, le marché des capitaux est largement un marché international, même si il garde une base nationale. Par exemple, je sais pas, quand les gens achètent des actions, bon quand vous êtes en France en général, vous achetez plutôt des actions françaises. Voilà. Et un peu moins d'actions en Chine par exemple, c'est plus rare, même si c'est intéressant. Ok. Trouver plusieurs critères de différenciation des différents marchés. On est parti. Les marchés réels, donc, on voit en fait l'idée, c'est de se rendre compte qu'il y a un grand nombre de marchés très différents. Il y a des marchés de biens, de services, du travail, des capitaux et de tel capital. Et dans les biens, il y a les voitures, c'est pas la même chose que les tomates et les fraises. Ok. Donc on voit une grande variété de marchés différents, mais ils se distinguent par exemple par leur échelle. Ok, local, national, international, c'est pas la même chose. Par le nombre d'acteurs. Hein, il y a des marchés où il y a très peu d'acteurs, très peu de personnes, et il y a des marchés qui concernent au contraire des millions de personnes. Donc ça va être le nombre d'acteurs qui va changer. C'est aussi le type d'acteurs. Est-ce que c'est des professionnels par exemple? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que tout le monde a le droit de vendre sur ce marché? Est-ce que tout le monde a le droit d'acheter sur ce marché? Ok. Alors, je sais pas, prenons le marché des armes. Est-ce que tout le monde a le droit d'acheter? Non. Prenons la restauration, la médecine. Est-ce que tout le monde a le droit de vendre des prestations de médecine? Non, c'est pareil, c'est encadré. Tout ça. Donc, les types d'acteurs peuvent changer. Enfin, le type de bien ou de service. Est-ce que c'est des biens durables, non durables? Est-ce que ce sont des biens? Est-ce que ce sont des services, justement? Ça va changer plein de choses dans les modalités de l'échange. Alors justement, les modalités de l'échange aussi peuvent changer. Dans certains cas, on peut marchander les prix, on peut négocier. Dans d'autres cas, les prix sont fixes.
Dans d'autres cas, enfin, c'est des systèmes type, par exemple, ça peut être des systèmes d'enchères qui fixent le prix. Ça peut être donc une cotation boursière. Donc à ce moment-là, c'est donc un mécanisme de marché qui, c'est ni un prix fixe, ni un prix vraiment marchandé, négocié, mais c'est, voilà, il y a donc une fixation du prix différente. Donc on a plein de modalités différentes. Voilà. Donc les marchés se distinguent hein, sur tout plein d'aspects. Cela dit, si on parle de marché, c'est qu'ils ont quelque chose de commun. Et ces choses communes vont être très utiles parce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les marchés. Et c'est donc quelque chose que l'on pourra utiliser quand on cherchera à modéliser un marché, c'est-à-dire à créer une représentation simplifiée de ce que c'est qu'un marché pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, quels sont les points communs? C'est qu'à chaque fois, un marché, c'est un lieu de rencontre entre des offreurs et des demandeurs d'un bien ou d'un service. Pourquoi on dit réel ou fictif? Pourquoi on dit un lieu réel ou fictif? Un lieu réel, c'est par exemple, vous pensez à Carrefour. Carrefour, c'est un lieu réel. Si vous voulez acheter des yaourts, il faut aller à cet endroit-là et vous payez vos yaourts à cet endroit-là. Un lieu fictif, c'est quand c'est pas forcément un endroit bien déterminé en fait, et que ça se passe un peu partout ou que pas forcément que la rencontre n'a pas forcément aussi lieu réellement quoi. Donc par exemple sur le marché du travail, ça peut être n'importe où. D'accord, il n'y a pas un endroit particulier où on va se retrouver quand on est au chômage et quand on cherche à embaucher quelqu'un, on va se retrouver à tel endroit, à telle heure, etc. Et c'est toujours au même endroit pour tout le monde. Non, c'est pas le cas. Ça peut se faire dans plein d'endroits, à plein de moments différents. Donc c'est de ce point de vue-là, on parle d'un lieu fictif. Pareil, si vous faites un achat sur Internet, est-ce que vous rencontrez vraiment le vendeur? Pas forcément, etc. Donc c'est pour ça on parle de lieux réels ou fictifs qui font que les vendeurs et les acheteurs d'un bien ou d'un service peuvent entrer en contact. Et ils rentrent en contact pourquoi? Pour se mettre d'accord, pour fixer un prix. Ce prix, si les gens arrivent à se mettre d'accord, ça rend l'échange possible. Hein. Si les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix, il n'y a pas d'échange. Donc ils fixent un prix qui rend l'échange possible. Et si les deux arrivent à se mettre d'accord sur le prix, eh bien, il y a un effet supplémentaire. C'est que du coup, ça veut dire que, comme on n'est pas obligé d'acheter sur le marché, hein, d'accord, on n'est pas obligé, ça veut dire que si vous payez, c'est que vous jugez que ça vaut le coup. D'accord. Donc on peut dire que c'est donc profitable aux co-échangistes. Ok. Vous considérez quand même que, ok, bon, peut-être c'était un peu cher, j'aurais aimé moins cher, mais ça, allez, j'accepte quand même. Donc c'est quand même que vous préférez acheter que pas acheter. D'accord. Donc voilà, l'intérêt du marché, c'est ça. C'est que ça permet de faire que des offreurs d'un bien rencontrent des demandeurs d'un bien. Ils se mettent d'accord sur un prix, et ce prix, l'intérêt, c'est que tous les gens qui le payent eh bien, sont d'accord pour le payer, et ceux qui reçoivent cet argent considèrent qu'ils sont payés, ils sont contents avec la somme qu'ils reçoivent, en tout cas ça leur suffit. Voilà, donc alors attention, on verra que justement une des limites du marché c'est ça, c'est que le marché ne prend en compte que l'intérêt de l'acheteur et du vendeur. Il ne se soucie absolument pas des conséquences de la transaction pour d'autres personnes. Et c'est une des limites qu'on rencontrera en première au fonctionnement des marchés à des échelles assez larges. C'est que, c'est ça, c'est que ça ne prend pas en compte les effets sur les autres personnes, ce qu'on appellera les externalités. Et donc l'idée étant que si votre transaction elle a des effets très positifs sur la société, vous n'êtes pas encouragé à en faire plus. Voilà, et ça c'est un peu dommage. Donc on verra que le marché à ce moment-là, il a tendance à empêcher qu'il y ait suffisamment de transactions utiles collectivement. Et à l'inverse, il y a des cas où au contraire, il y a des transactions qui ont des effets négatifs sur le reste de la société. Et alors là, à l'inverse, le marché, il aurait tendance à faire qu'il y a trop de ces transactions-là par rapport à ce qui est socialement souhaitable. Prenons le cas avec la pollution aujourd'hui, par exemple. Vous avez envie d'une voiture, vous êtes prêt à payer, il y a un vendeur qui est prêt à vous vendre une voiture, très bien, vous et le vendeur, vous êtes contents. Mais toutes les personnes comme ça qui veulent acheter une voiture,
Et tous ceux qui veulent vendre une voiture vont être contents par le système du marché. Or, socialement, ça a un impact donc qui est négatif, et peut-être que socialement, ça vaudrait le coup d'empêcher, de limiter ce genre de transactions et de faire autrement pour les déplacements. Et le truc, c'est que le marché, lui, il s'en fout, quoi. Il vous dit, oui, lui, ces deux-là, ils sont d'accord, alors ils échangent, quelles que soient les conséquences, donc en termes de, je sais pas, ça va être bruit, pollution de, donc CO2 et pollution particules fines, ça va être plus de bouchons, plus moins de places de parking pour les gens, et puis aussi la nécessité de recouvrir du coup de goudron des zones pour pouvoir égarer des voitures, etc. Donc voilà, il y a plein de conséquences comme ça négatives, et celles-là, elles ne sont pas prises en compte. Voilà, au moment de l'échange, et donc elles permettent pas, ça permet une coordination de deux personnes, mais attention, la coordination au niveau de l'ensemble, est-ce qu'elle est bonne? Du coup, elle peut ne pas être très bonne. Donc voilà notre définition. Marché, c'est le lieu réel ou fictif de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. B et S, ça veut dire bien ou service. Hein. Là, hop là, j'ai pas le bon. Et donc permettant la fixation d'un prix qui rend l'échange possible et profitable aux co-échangistes. On a donc notre problématique de ce chapitre. Quelle est la question, le problème qu'on va chercher à clarifier? Eh bien, au-delà de la diversité des marchés réels, qu'on a illustré là, le fait qu'il y ait beaucoup de marchés très différents, est-ce qu'il est possible de modéliser le fonctionnement d'un marché, c'est-à-dire de trouver les composants essentiels d'un marché pour voir comment ils fonctionnent chacun séparément, et ensuite faire la synthèse de tout ça, afin d'isoler donc les variables déterminantes dans la formation du prix et de comprendre les effets d'une taxe ou d'une subvention sur un marché. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura notre modèle du marché idéal, avec ses offreurs, ses demandeurs qui se mettent d'accord, qui arrivent à fixer un prix, on verra ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on pourrait mettre une taxe ou à l'inverse une subvention. Donc quels seraient les effets d'une taxe ou d'une subvention, et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça des fois. Alors, on continue, on passe sur le document 1. Maintenant, l'idée, c'est que donc on va s'attaquer au marché. Le but, c'est comme d'habitude en science, quand on est face à un objet compliqué, d'abord on en prend l'ampleur en regardant la diversité du phénomène. Ensuite, on essaie de repérer les points communs entre ces différents phénomènes pour repérer les grandes variables, les choses qui nous permettent de le définir dans son ensemble et de faire éventuellement une modélisation du fonctionnement de cette chose. Donc dans cette première phase, on va faire ce qu'on appelle une analyse. Donc dans cette analyse, on va séparer. Analyser, c'est décomposer quelque chose de complexe en une série d'éléments simples et compréhensibles. Donc là, on va faire l'analyse du marché en le décomposant dans ces éléments les plus simples. Donc on a vu par exemple qu'il y avait une offre, qu'il y avait une demande. Enfin, il y a des offreurs, il y a des demandeurs qui vont se mettre d'accord sur un prix. Et ce prix va faire qu'il va y avoir une certaine quantité qui va être échangée. Donc chacun de ces éléments-là, offre, demande, prix, quantité, etc., sont des éléments, des sous-éléments. Donc on va essayer de les étudier séparément. Donc on va essayer de voir, tiens, on parle de demande, c'est quoi la demande? Comment elle fonctionne? On la met à part. L'offre, c'est quoi? Comment elle fonctionne? Tac, on la met à part. Une fois qu'on a fini l'analyse, on passe à la synthèse. Donc on remet toutes ces choses-là ensemble. On voit comment ça fonctionne. Et bien entendu, on compare à la réalité, voir si notre modèle donne des résultats qui permettent de comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde ou pas. Alors on est parti. Petit texte, donc extrait d'un manuel de base d'économie. Bon, c'est pas mon préféré du tout, mais bon, c'est très à la mode. On y va. Donc, lorsqu'il y a une sécheresse dans le sud de l'Europe, le prix de l'huile d'olive augmente dans les supermarchés partout en Europe. Alors, premier élément, on s'arrête, c'est pas très. Il y a une sécheresse dans le sud de l'Europe, donc les producteurs d'huile sont visiblement ennuyés. De fait, ils vont devoir vendre leur huile plus chère. Et qu'est-ce qu'on voit en effet dans les supermarchés? Le prix de l'huile va changer. Ce qui s'est passé, c'est que du côté des offreurs, il y a eu un problème et ça a eu un impact sur le prix. Autre situation, le prix des hébergements à Londres et dans le sud de l'Angleterre a flambé au moment des Jeux Olympiques. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'offre de logement
qui avait changé brutalement, etc. Non, pas du tout. L'offre de logement était restée la même. Ce qui s'était passé, c'est qu'à ce moment-là, c'était au contraire côté demande, il y avait les Jeux Olympiques. Plein de gens veulent venir voir les Jeux Olympiques. Et du coup, on se retrouve avec une demande là qui est très très importante et qui va faire augmenter les prix des logements. Ok, donc un coup c'est l'offre, un coup c'est la demande, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais c'est pas la même chose, hein. C'est pas les mêmes conséquences. On continue. Si vous réservez vos billets d'avion longtemps à l'avance, vous paierez moins cher que si vous réservez une semaine avant votre départ. Bon là je ne vais pas perdre de temps à commenter, on continue. Qu'est-ce que ces événements ont en commun? Ils révèlent tous l'action de l'offre et de la demande. L'offre et la demande sont deux mots que les économistes utilisent souvent, et pour de bonnes raisons. L'offre et la demande sont des forces qui animent les économies de marché. Elles déterminent la quantité produite de chaque bien et le prix auquel il sera vendu. Si vous voulez savoir comment n'importe quel événement ou n'importe quelle politique affecte l'économie, vous devez d'abord penser à la manière dont il ou elle influencera l'offre et la demande. Donc en effet, petit commentaire, en effet, si vous, maintenant, là, en écoutant les nouvelles quotidiennement, vous entendrez parler d'événements qui peuvent toucher l'offre d'un produit, donc la production ou la vente d'un produit. À l'inverse, qui peuvent faire qu'il y a plus ou moins de gens qui veulent demander un produit, donc qui vont toucher plutôt la demande. Eh bien, avec les mécanismes que l'on va voir, vous pourrez voir donc quels sont les effets sur ce marché-là, et en reliant ensuite les différents marchés les uns avec les autres, vous vous rendrez compte que s'il y a tel effet sur ce marché, eh bien, par exemple le marché de l'énergie, eh bien, ça va avoir des conséquences sur les autres marchés qui utilisent l'énergie en question. Et donc vous pouvez anticiper comme ça un petit peu ce qui se passe et mieux comprendre donc les interactions dans la société. Donc vous verrez que avec le peu de choses qu'on va voir, vous aurez déjà une compréhension de certains événements qui font l'actualité. On continue. Alors les termes offre et demande, il faut bien les séparer, on les met ensemble là en apparence, mais en fait c'est bien offre d'un côté, demande de l'autre qu'on étudie. Les termes offre et demande font référence au comportement des individus en interaction au sein des marchés. Un marché est défini par un groupe d'acheteurs ou de vendeurs d'un bien ou d'un service particulier. Le groupe des acheteurs détermine la demande, donc la demande est d'un côté, c'est les acheteurs, donc on verra leur comportement pour le produit, et le groupe des vendeurs l'offre de produits. Donc le groupe des vendeurs, c'est un autre groupe, mais en tout cas c'est un groupe, c'est pas une personne seule, que ce soit du côté de la demande, que ce soit du côté de l'offre, c'est à chaque fois un groupe de personnes. Alors justement, on va donner une définition de la demande. On a vu que l'offre et la demande déterminaient ici, c'était noté là, les quantités produites de chaque bien et le prix auquel il sera vendu. Donc on va voir que l'offre sera liée au prix et aux quantités, de même que la demande sera liée au prix et aux quantités. Alors on y va, donner une définition de la demande. Comment varie-t-elle par rapport au prix? Eh bien, la demande, c'est l'agrégation de l'ensemble des quantités demandées d'un bien ou d'un service. Alors, agrégation, ça veut dire qu'on va agréger. Agréger, c'est que l'on va rassembler des éléments qui étaient jusque-là séparés ou éparses pour en faire un tout. D'accord? Donc, on va les rassembler, on va les additionner. Donc, l'idée de la demande, c'est qu'on va agréger, on va additionner les quantités demandées d'un bien et d'un service. Et on va le faire, attention, on va le faire pour le côté un peu bizarre, c'est qu'on, enfin pas bizarre, mais c'est qu'on va le faire pour chaque niveau potentiel de prix. C'est-à-dire qu'en fait, la demande, quand on la trace, on ne sait pas encore quel va être le vrai prix. On se dit, ok, si le prix c'est tant, combien les gens vont demander? Si le prix c'est tant, combien les gens vont demander, etc. Et on vérifie pour chaque niveau potentiel de prix. On va noter une courbe qui récapitule ce que les gens à peu près seraient prêts à acheter si le prix était à tel niveau. D'accord? Donc comprenez bien ça, vous verrez que c'est un élément important. Donc la demande, une fois qu'elle sera tracée, a priori, s'il n'y a pas de changement, elle reste fixe. Par contre, si le prix change, on ne va pas changer la demande, on va changer on verra la quantité que les gens sont prêts à acheter. Mais la courbe de demande, elle n'aura pas changé. On verra ça.
Alors, généralement, la courbe de demande, elle est décroissante des prix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si le prix est très élevé, la quantité demandée, elle sera décroissante. Hein. Donc si les prix sont très élevés, les quantités, elles seront très faibles. Hein, c'est logique. Hein. Si c'est très cher, je ne suis pas très motivé pour acheter beaucoup de fraises, par exemple. A l'inverse, si les prix des fraises sont très très bas, et bien comme les quantités, c'est l'inverse, si les prix des fraises sont très bas, c'est un peu comme pendant les soldes, on est incité à en acheter beaucoup. Donc du côté de la demande, on voit que plus les prix sont importants, plus les quantités sont faibles, et inversement. Alors ça c'est le cas général, on verra des exceptions après. Question suivante, donner une définition de l'offre et comment l'offre varie par rapport au prix. Donc les offreurs, c'est l'autre côté, c'est les demandeurs, c'est les vendeurs. Ben, on va faire pareil, c'est pas juste un vendeur, c'est l'ensemble des vendeurs. Et on va prendre les quantités qui sont prêts à mettre sur le marché en fonction des prix potentiels sur ce marché. Alors donc l'offre, c'est l'agrégation de l'ensemble des quantités d'un bien ou d'un service qui sont mises sur le marché par les vendeurs individuels, hein, les vendeurs, pour chaque niveau potentiel de prix. Et généralement, là, elle est croissante du prix. Croissante du prix, pourquoi? Plus le prix, si on anticipe sur un marché que vous êtes vendeur, d'accord, si vous anticipez que les prix vont être très élevés, ça va vous inciter à vendre ce que vous avez. Donc ça va inciter beaucoup d'offreurs à vendre, donc il y aura sur le marché beaucoup de choses en vente. Si à l'inverse on anticipe que les prix vont être très 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 bas sur ce marché, à l'inverse, quand les prix sont plutôt bas, les offreurs sont pas très motivés pour vendre ce qu'ils ont ou pour produire cette marchandise-là. Donc ils préfèrent aller produire d'autres choses qui rapportent plus. Donc si on anticipe des prix potentiels très bas, on aura plutôt une quantité offerte qui sera plutôt basse. Donc justement, donc là on était page 3, on va voir comment ça se symbolise graphiquement en allant tout à la fin du dossier pour rédiger pour une première fois, hop là, pour dessiner une première fois un graphique de l'offre et de la demande. Donc vous allez à la fin de votre dossier, toute dernière page, en dessous des définitions, il y a une zone blanche. Vous allez pouvoir donc, dans cette zone blanche, dessiner un marché, comme ceci, la représentation graphique d'un marché. Je précise, attention, dès que c'est des traits droits que vous avez à faire, tout doit être fait à la règle, et vous devez vous habituer à faire ça rapidement et proprement. Proprement d'abord plutôt, et rapidement ensuite. Ok? Donc justement, entraînez-vous à bien... Hop, on met la règle, on prend les bons repères, on le fait proprement, bon angle droit, et on trace tout correctement. Alors on y va, donc on démarre par... d'abord on trace les axes, hein, toujours. Donc les axes, ici, c'est les prix et les quantités. Donc vous vous souviendrez, hein, le moyen mémotechnique, vous verrez, on a un petit moyen mémotechnique un peu bébête, c'est PQ, hein, donc vous dites le marché c'est caca, il me faut donc du PQ, comme ça vous vous trompez pas, vous ne mettez pas QP, donc c'est bien les prix pour les Y et les Q pour les X. Voilà, donc dans l'ordre, hein, de lecture, hein, P et Q pour les quantités. Ensuite, je vais faire disparaître le petit... je ne sais pas si je peux pas le déplacer, lui. Non, je peux pas. C'est pas grave, donc c'est quantité, hein, ici en bas. Ensuite, une fois que vous avez tracé vos axes, on va devoir tracer notre offre et notre demande. Alors, on va démarrer par la demande. La demande, elle descend, on verra. Donc en général, c'est celle qui descend. Il y a quelques exceptions, mais en général, la demande, c'est celle qui descend, D descend. Ok, donc on a le PQ, D descend, et on verra que O, l'offre, augmente. O augmente. Alors, la demande qui descend. Donc, pourquoi elle descend? Eh bien, on a vu que quand les prix avaient tendance à être très élevés, donc plutôt par ici, eh bien, les quantités, quand les prix sont très élevés, les quantités que les gens veulent acheter sont plutôt faibles. Donc sur les quantités, on va être plutôt bas quand les prix sont très élevés. Donc prix élevé et quantité plutôt faible. On va avoir un premier point, par exemple, qui va se situer là, sur notre courbe de demande. A l'inverse, si les prix étaient très 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 faibles,
donc plutôt vers le bas ici. Sur l'axe des quantités, on serait très très élevé, donc on irait tout là-haut, et on tracera ici un deuxième point, et ça vous permet de tracer votre droite de demande. Et vous voyez qu'elle descend. Elle est décroissante des prix. Pour la courbe d'offres, c'est l'inverse. Les offreurs, si on est sur le marché des fraises, tac, si les prix des fraises, c'est pas très cher la barquette, hein, on va dire, si c'est 50 centimes la barquette par exemple, on serait ici, là, vous voyez. Alors à 50 centimes la barquette, c'est très simple, c'est absolument rentable pour personne. Donc à 50 centimes la barquette, il y a une offre qui serait nulle. Il reste 0, quoi. 0 en quantité. Ok, si on passe à 1 euro la barquette, un peu plus haut là, ok, là ça commence à devenir rentable pour quelques producteurs. Et donc, il y en a certains qui commencent à produire. Mais ils ne sont pas très nombreux. Pour 1 euro, les quantités sont très 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 faibles. A l'inverse, si ils anticipaient que le prix de la barquette de fraises pouvait être vendu à 10 euros le kilo. La barquette, pas 10 euros le kilo, à 10 euros la barquette, parce que c'est plus cher que ça, ça peut être plus cher que ça les fraises. 10 euros la petite barquette là. Ok, là ça devient super cher. Alors, les demandeurs, on ne sait pas on sait pas ce qu'ils vont faire, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Si jamais les prix c'était ça deviendrait, du côté des offreurs, ça deviendrait super intéressant de faire des fraises. Et là, il vaudrait mieux tout arrêter, l'informatique, arrêter de produire des navets ou je ne sais pas quoi, tout mettre sur les fraises. Et donc, si les prix potentiels étaient très élevés, il y aurait beaucoup d'offreurs, beaucoup de fraises qui arriveraient sur le marché. D'accord? Alors, on ne sait pas encore quel va être le prix, hein. Ça, c'est ce qui se passerait si on anticipait des prix plus ou moins élevés. Donc on a tous les prix potentiels pour les offreurs, les quantités qu'ils offriraient en fonction des prix. Pareil pour les demandeurs, on a toutes les quantités qu'ils demanderaient en fonction des prix. Et en fait, le marché ça va être ce mécanisme qui va essayer de trouver un prix qui satisfait le plus de demandeurs et d'offreurs possible. Ce prix, quand le marché arrive à le définir, on appelle ça un prix d'équilibre. Alors attention, parce que des équilibres, il y en a de très nombreux. L'équilibre que l'on voit ici, c'est l'équilibre du marché concurrentiel classique. D'accord ? On verra qu'il y a des cas où l'équilibre il peut se placer ailleurs, mais ça, vous verrez ça plutôt en première et en terminale. Mais là, l'équilibre idéal, l'équilibre du marché concurrentiel, c'est celui qui se retrouve au croisement de l'offre et de la demande, parce que c'est un prix qui fait qu'il y a le plus de personnes qui sont satisfaits d'un échange, alors des offreurs qui sont d'accord pour vendre à ce prix-là, ceux qui sont ici, eux, ils sont pas d'accord pour vendre à ce prix-là, là au-dessus, et c'est là qu'il y a le plus de demandeurs qui sont prêts à acheter à ce prix-là, donc c'est tous ceux qui sont là pour le coup en haut, et tous ceux qui sont en dessous, c'est ceux qui à ce prix-là ils sont pas d'accord. Voilà. Et on voit que c'est donc de fait là où se fait le plus d'échanges, où la quantité de biens échangés est en fait la plus importante, dans la mesure où c'est la quantité la plus importante qui satisfait à la fois les offreurs et les demandeurs. Voilà. Ok, donc le côté, je vous avais dit dans la définition, profitable aux co-échangistes. Voilà. Donc voilà, vous pouvez noter. Alors là ici vous avez les abréviations. Il faut bien sûr connaître ces abréviations parce que déjà ça vous fera gagner du temps. Et puis sur les graphiques, ça sera marqué comme ça. Et voilà. Et le truc c'est que si c'est pas marqué sur le graphique, il faudra que vous soyez capable de retrouver qui est l'offre, qui est la demande, qui est le prix, qui est la quantité. D'accord ? Où est le prix, où est la quantité. Donc c'est pour ça que je vous ai mis sur les côtés la version écrite, hein, mais bien sûr ça c'est quand vous verrez un graphique, il n'y aura pas forcément écrit prix, offre, tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut les connaître. Voilà, je vous laisse finir de noter ça, et on se retrouve pour la suite de la leçon sur le marché. À très bientôt.